Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes en plein hiver, les dernières vidéos datent de cet été, donc il y a eu un certain temps qui s'est écoulé, 3-4 mois, avant que je vous propose de nouveau une vidéo sur le thème de la parentalité de la neuroatypie, comment accompagner son enfant neuroatypique. Avec un sujet bien particulier. Aujourd'hui, je voulais parler de la parentalité consciente et comment on peut, en faisant un vrai travail de conscientisation de son passé en tant qu'enfant, on peut, grâce à ça, améliorer grandement la relation avec son enfant neuroatypique, mais également améliorer grandement certains comportements de notre enfant neuroatypique. C'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Donc je vous invite, si vous le voulez bien, et si le contenu de cette vidéo vous intéresse, à liker la vidéo, à la partager. C'est ça qui permet vraiment de faire vivre la chaîne pour que je puisse continuer à faire ces vidéos sur tous ces sujets en lien avec la neurodiversité. Eh bien, merci de manifester votre encouragement avec un commentaire, un like ou un partage. Donc, cette vidéo a pour thème la parentalité consciente. Je trouve que ce terme parentalité consciente est plus adapté, plus précis. C'est vrai que j'ai déjà parlé d'Isabelle Filosia, de l'éducation bienveillante, mais je trouve que parentalité consciente est plus en phase avec ce processus nécessaire de cheminement, de conscientisation, d'introspection très profonde. Il s'agit vraiment de plonger en soi dans de l'introspection extrêmement fine. Ça demande du courage, c'est un chemin. Donc là, je vous partage mon chemin où j'ai entrepris un grand chemin d'introspection. J'ai fait également de la thérapie pour comprendre, pour plonger en moi-même et pour aller voir en fait toutes les blessures d'injustice où je n'avais pas été vue petite fille, je n'avais pas été secourue, protégée face à certains traumas graves que j'ai vécus, et où il a fallu faire ce travail d'aller retrouver cette petite fille qui n'avait pas été vue et d'aller conscientiser et libérer tous ces traumas. Alors, moi je propose ça vraiment comme une clé dans l'accompagnement d'un enfant neuroatypique aujourd'hui, qu'il soit concerné par l'autisme, qu'il soit concerné par le TDAH, ou par des TOC, ou par des troubles anxieux, enfin voilà, quel que soit finalement le diagnostic que l'enfant neuroatypique a reçu, qu'il soit qualifié avec des troubles de l'opposition ou non, en tout cas avec des difficultés de comportement tout simplement, eh bien moi faire ce travail d'introspection, c'est vraiment une clé que je propose. Non seulement le fait d'avoir fait tout ce chemin qui a bien duré 10 ans a permis grandement d'améliorer ma relation à ma fille neuroatypique, mais non seulement a permis que ma fille aille beaucoup mieux et qu'elle ait plus besoin de me renvoyer en miroir des choses non conscientisées, refoulées en moi-même, qu'elle me renvoyait en miroir, et donc elle n'a plus besoin de le faire. Donc ça agit vraiment sur ces deux aspects. Amélioration de la relation et la diminution des difficultés, parce que nous-mêmes on a fait ce travail de libération, de conscientisation des traumas. Donc bien sûr ça demande du courage, ça demande d'aller voir des choses qui ne sont pas faciles à aller voir, il faut se sentir prêt, mais une fois que ce travail est fait, il y a vraiment beaucoup plus de paix, de joie, de libération. Donc évidemment qu'on a tous à y gagner à faire ce travail, mais ça peut évidemment demander du courage, parce que ça demande d'aller vraiment voir les choses en face. J'avais fait une vidéo récemment, enfin donc il y a quelques mois, où j'avais parlé de la banalisation des violences éducatives en France. Effectivement, j'avais parlé du fait que la loi d'interdiction de la fessée en France est intervenue en 2019, votée officiellement par l'Assemblée générale, alors qu'en Suède, dans les pays en scandinaves, dès 1979, 40 ans avant, cette fessée avait déjà été proclamée comme interdite.
Et ça fait 40 ans de retard, 40 ans de décalage, au même titre qu'on a 40 ans d'écart et de décalage et de retard par rapport à la prise en charge de la neuroatypie en France, par rapport aux pays anglo-saxons, qui, eux, ont toujours eu une approche psychoéducative très pragmatique et qui se retrouvent avec des chiffres d'emploi, d'embauche des personnes neuroatypiques beaucoup plus élevés. Souvent, je donnais le chiffre que en France. Souvent, je donnais le chiffre de 17% pour le Royaume-Uni. Et en fait, en approfondissant les recherches, aujourd'hui, on est à 41% de personnes avec autisme qui travaillent en milieu ordinaire au Royaume-Uni. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment... on retrouve, en fait, ces 40 années se retrouvent aussi dans le décalage, dans la prise en charge, le décalage également du système de l'éducation nationale qui ne sait pas, avec des outils pédagogiques adaptés, évaluer des enfants neuroatypiques et leurs intelligences particulières, leur façon de comprendre le monde, leur façon de rentrer dans la compréhension de ce monde. Ils ne vont pas mettre en place les outils pédagogiques adaptés. Et donc, on se retrouve toujours avec des enfants neuroatypiques sous-évalués par rapport à leur réel niveau qui pourrait être officialisé s'il y avait cette pédagogie différenciée. Voilà, ça me semblait important de revenir sur cet état de fait, qu'en France, il y a eu une banalisation des violences éducatives et qu'un grand nombre d'enfants français ont connu énormément de violences éducatives pendant des décennies et des décennies, avec des phrases comme « on n'en est pas mort »,« moi aussi j'ai été élevé à la dure et ça m'a pas fait de mal », c'était le bon vieux temps. Quand on voit des instituteurs frapper les doigts d'élèves avec des règles, c'est des choses qu'on peut voir sur les posts Facebook. Enfin, c'est quand même une pensée issue de l'inconscient collectif qui est présente. Que c'est pas très grave d'être élevé à la dure. Mais la réalité, c'est que les personnes qui vont avoir ce genre de discours, c'est qu'elles n'ont pas fait ce travail d'aller voir vraiment l'enfant qui a souffert de négligence, qui a souffert de maltraitance, quelle qu'elle soit, de violences physiques, verbales, sexuelles, quelles que soient ces violences que l'enfant a subies. Il n'y a pas eu ce travail de conscientisation. Je voudrais quand même préciser que c'est un travail long, qui demande énormément de bienveillance, énormément d'autocompassion et énormément d'accompagnement. C'est-à-dire qu'au début, on peut se sentir... Je vais parler de mon propre cas. Moi, j'étais profondément dissociée pendant longtemps, donc dissociée, pas dans mon corps, parce que j'avais vécu des traumas graves. Et donc, la dissociation est une façon de rester en mode survie, de survivre, de continuer à fonctionner quand on a vécu des traumas de ce type. Donc, j'étais profondément dissociée. Et donc, ce dont je parle, quand je parle de thérapie, quand je parle d'accompagnement, il est nécessaire au début de ce processus, quand on est en profonde insécurité, de se faire accompagner et d'être dans un cadre qui nous convienne, en confiance avec les personnes qui vont jouer un rôle dans cet accompagnement, parce que au début, on peut être tout simplement terrifié et ne pas du tout avoir envie de faire ce travail d'introspection, tant il est douloureux, parce qu'effectivement, c'est très douloureux. Mais à partir du moment où il y a cet accompagnement de qualité, cette confiance, ce travail est possible. C'est pas après pas, c'est millimètre par millimètre. Cette expression millimètre par millimètre, une expression que j'ai déjà utilisée dans plusieurs vidéos, parce que c'est vraiment cette image-là, que c'est un processus lent et que c'est un processus qui demande beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse, de compassion envers soi. Voilà, ça c'est une chose sur laquelle je voulais insister. Il est nécessaire donc de faire ce chemin de reconnaissance des blessures qui ont été les nôtres, d'aller les identifier les unes après les autres, d'aller voir, de conscientiser tout ça. Et il y a notamment un phénomène dont je voulais parler qui n'est pas si connu, c'est le phénomène de la rage clivée. Alors qu'est-ce que c'est ce phénomène de rage clivée? C'est quand on a reçu de la maltraitance d'un parent, un parent qui a été défaillant, qui ne nous a pas protégés, mais en même temps, on a
tous les enfants ont un immense amour pour leurs parents. Les enfants sont prêts à mourir pour leurs parents tellement ils les aiment. Donc, va y avoir les deux. Va y avoir cette rage, cette colère qui est là, et en même temps, va y avoir cet amour. Pour ne pas perdre la figure d'attachement, qui est vitale pour l'enfant, l'enfant va refouler sa colère, il va se dissocier de sa colère, il va vraiment la mettre à distance, il va ne jamais s'autoriser à la ressentir. Tellement pas s'autoriser que c'est extrêmement difficile de la vivre et de pouvoir la traverser, la ressentir quand il y a des situations dans la vie qui nécessitent de se mettre en colère. Donc voilà, c'est réactiver. Mais également, voilà, quand on est vraiment dans la replongée du trauma en question, eh bien, on se rend compte que il y a vraiment eu cette colère qui a été, qui n'a pas été autorisée, qui n'a pas pu se traverser. Donc, cette rage clivée, c'est de comprendre qu'à un moment donné, plutôt que de perdre la figure d'attachement principale nécessaire à la survie de l'enfant, l'enfant va être à nier la colère qu'il a pu ressentir et ne pas la ressentir du tout, pour ne garder que l'aspect amour de la figure d'attachement. Mais une fois devenu adulte, et une fois que la sécurité ressentie est suffisante, on a suffisamment de sécurité dans le corps, dans son lien à soi, dans son lien aux autres, il n'est plus nécessaire de faire perdurer ce lien d'attachement et de s'autoriser cette colère. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour résoudre ce trauma qui n'a pas pu se résoudre à ce moment-là quand on était enfant, pour pouvoir le résoudre à l'âge adulte et qu'il n'y ait plus, que ça n'opère plus dans notre vie et qu'on ne soit plus à le revivre. Eh bien, il y a nécessaire de s'autoriser à vivre cette colère, et à la ressentir, à la reconnaître, à reconnaître la colère que l'enfant a ressentie quand il a eu à subir la violence qu'il a reçue. Voilà, donc ça c'était un phénomène qui me semblait important d'aborder. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour revenir à la parentalité, à la neuroatypie, donc l'enfant qu'on a, neuroatypique, va nous renvoyer en miroir des choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse en prendre conscience. En tout cas, moi, ça a été mon chemin. J'ai pu percevoir à un moment donné, donc ma fille avait beaucoup de débordements émotionnels, et que, en fait, il y avait cet appel à ce que je m'autorise, moi, à vivre ces émotions très intenses, qui était complètement, encore une fois, refoulée, mise à l'écart, mise à distance dans mon processus, dans mon mode de fonctionnement. Et ma fille me renvoyait, avec ces débordements à elle, émotionnels très intenses, des choses que je ne m'autorisais pas moi. Donc, j'étais toujours dans la crainte qu'il y ait des débordements émotionnels trop invasifs dans des lieux publics ou que ce soit très compliqué à gérer. Et en fait, en allant voir, moi, cette nécessité de me laisser traverser par les émotions et de ne plus être coupée de mes émotions, non seulement ça m'a permis de beaucoup mieux vivre mon hypersensibilité, d'être beaucoup moins envahie, beaucoup moins paralysée, d'être beaucoup plus fluide dans ma façon de vivre ces émotions, mais en plus, ça a nettement diminué le problème de débordement émotionnel de ma fille. Elle n'a plus eu besoin de me renvoyer en miroir ces débordements émotionnels, puisque moi-même, ça y est, je m'autorisais enfin à vivre mes émotions, aussi intenses soient-elles. Elle n'avait plus besoin de le manifester. Donc, elle a pu en avoir encore, mais beaucoup moins, et d'intensité beaucoup plus faible. Donc, ça, c'est important. Quelque chose qui est important également quand on est parent d'un enfant neuroatypique, voilà, quand ma fille avait des moments difficiles où je ressentais qu'elle se mettait à lancer des objets ou à vouloir m'insulter ou vouloir avoir des gestes qui n'étaient pas autorisés, eh bien, moi j'avais à cœur d'intervenir, évidemment, de manière adaptée.
c'est-à-dire en la mettant en sécurité et en apaisant le moment. Alors bien sûr, il y a l'intention et puis il y a la réalité. J'ai pu commencer, d'ailleurs il y a une vidéo que je vous invite à regarder qui parle des massages et des huiles essentielles. C'est une vidéo qui je pense date d'au moins 1 an, que vous pouvez retrouver dans le listing des vidéos, où j'explique que quand un enfant avec des troubles du comportement peut avoir des débordements, commencer à avoir des mots violents ou des gestes violents, eh bien j'avais expliqué qu'on peut plutôt que soi-même se laisser dépasser par une envie de répondre par la force, on peut transformer cela. Et donc j'avais donné l'exemple du massage aux huiles essentielles, où on va commencer par contenir l'enfant physiquement de manière ferme et rassurante, mais en transformant très vite le geste en massage pour à la fois insuffler de la sécurité au corps de l'enfant, mais également qu'il sente dans nos gestes de l'amour présent et de la présence, et non pas quelque chose qui serait de l'ordre de la décharge. Donc ça, c'est une vidéo dont j'ai parlé, j'ai parlé de cette astuce-là il y a 1 an, donc vous pouvez retrouver cette vidéo-là. Mais cette astuce que j'ai partagée suppose, pour le parent, d'en être à un stade où il est suffisamment en sécurité dans son corps, suffisamment en sécurité avec lui-même pour être tranquille, même si l'enfant a un débordement émotionnel. D'être tranquille, stable à l'intérieur de lui, même si son enfant est en train de craquer. D'avoir suffisamment de sécurité en soi, suffisamment de tranquillité, d'être lié à sa respiration. Donc, cette tranquillité, cette sécurité dans le corps, ça suppose bien d'avoir fait tout un chemin thérapeutique. C'est-à-dire d'avoir vraiment apprivoisé, ne serait-ce que la méditation, la respiration, apprendre à respirer en conscience, faire de la cohérence cardiaque par exemple, ou de la méditation en conscience, de pleine conscience. Ça suppose d'avoir pu petit à petit développer certains outils, certaines stratégies pour se relier à soit sa respiration, donc soit son ancrage corporel, et donc d'avoir fait un certain nombre de pratiques à la fois corporelles et respiratoires pour trouver cette sécurité en soi, ou avoir trouvé des ateliers thérapeutiques qui ont permis d'asseoir une certaine confiance à l'intérieur de soi, sécurité donc. Donc c'est à partir de ce stade-là, à partir du moment où on a trouvé cette sécurité en soi, que là, on va pouvoir intervenir de manière adaptée. Et c'est là où on parle de parentalité consciente. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir un débordement, un surplus, un débordement émotionnel, commencer à parler très vite, avoir un moment d'angoisse. C'est évidemment que ça peut, quand on a un enfant avec un profil neuroatypique qui est adolescent, devient adulte, c'est toujours d'actualité, ces moments d'angoisse, ces débordements. Donc, si nous sommes en sécurité, on va être beaucoup plus en capacité d'intervenir, de proposer des solutions adaptées, donc soit corporellement, comme je viens d'expliquer, soit par la présence, soit par la parole, soit juste par un geste, parce qu'on aura cette sécurité en soi-même. Donc il n'y aura pas de prise. L'enfant... donc je parle de l'enfant, ça peut être un adolescent, un adulte, mais puisqu'on sait bien que quand on est parent aidant, la parentalité ne s'arrête pas à la majorité. Mais si l'enfant a un débordement émotionnel, il n'aura pas de prise émotionnelle avec nous si nous sommes nous-mêmes calmes et en sécurité. Il ne va pas avoir quelque chose qui va surréagir avec son débordement émotionnel, et donc ça va de fait être beaucoup plus facile pour lui pour traverser et revenir au calme. Donc ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête, mais évidemment que on peut
au début du chemin de la parentalité consciente, quand on a un enfant neuroatypique qui a des débordements et qu'on n'a pas encore fait tout ce chemin de conscientisation, eh bien on va être plutôt en insécurité très forte. Déjà par rapport à ce que l'enfant nous renvoie, on peut se sentir soi-même à la limite du burn-out, épuisé, fatigué par toutes ces crises, ces difficultés, ces débordements émotionnels de l'enfant. Et on peut tout simplement ne pas du tout se sentir avoir les ressources pour faire face. Donc dans ces cas-là, on peut tout simplement craquer. Ça arrive à tous les parents de se mettre à hurler, d'avoir vraiment le geste de trop, la parole de trop, de craquer, que ce soit verbalement, physiquement, parce que c'est trop dur. Pour moi, la parentalité consciente, c'est de pouvoir observer ces moments de craquage. Bien sûr qu'on n'est pas à l'abri de se culpabiliser, c'est tout à fait humain, on aimerait éviter ces moments de craquage et on aimerait être le parent ultra parent efficace dès le début, mais non. En fait, parent, ça s'apprend, surtout, voilà, on ne naît pas parent. La parentalité, c'est vraiment un processus. Donc, évidemment que ça nous arrive à tous de craquer. Mais pouvoir observer ces craquages comme alors, qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Donc ça, c'est le premier pas, c'est le tout premier pas vers la parentalité consciente. Pouvoir observer de manière la plus neutre possible, si ce n'est de manière compassionnelle vis-à-vis de soi, ces moments de craquage, pour les relier à... Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, quand on a vécu des traumas et quand on a reçu de la violence verbale, physique, ou tout simplement de la négligence, ou tout simplement de la non-écoute, on a un enfant qui a pu subir des blessures d'injustice, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été protégé, cet enfant qui est encore en nous, qui va être en détresse, donc ça c'est, on va dire, au niveau symbolique, psychique, mais au niveau physiologique, cette violence, elle est engrammée dans nos cellules, elle est engrammée dans notre ADN, et donc tant qu'il n'y a pas ce travail de conscientisation, elle va ressurgir, c'est-à-dire qu'elle va être réactivée par une émotion de l'enfant neuroatypique qui va nous paraître insupportable, insoutenable pour notre système nerveux. Donc on va être amené à surréagir, à réagir. Et donc ces craquages, pour moi, c'est une invitation à faire ce travail, de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que j'ai rejoué, en lien avec quelle blessure qui n'a pas été vue chez moi, avec quelle blessure c'est en lien, ce craquage. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'est une invitation à, quand on a un enfant neuroatypique, c'est un merveilleux voyage vers la conscience. Et pour moi, ça a été l'occasion de m'élever. J'ai élevé ma fille et on s'est élevés ensemble. Ça a été vraiment l'occasion de dépasser tout ce passé traumatisant que j'avais. Ça m'a permis d'aller déminer les unes après les autres chaque trauma que j'avais pu vivre, de les conscientiser et de vivre de manière beaucoup plus pacifiée avec ce passé. Et donc aujourd'hui, non seulement ma relation à ma fille s'est nettement améliorée, avec beaucoup plus de bons moments, avec des débordements émotionnels qui ne sont quasiment inexistants, qui peuvent encore avoir lieu, mais qui sont beaucoup plus rares, beaucoup moins intenses. Et voilà, donc je voulais vous le proposer comme une clé pour l'accompagnement de vos enfants. Alors évidemment, ça suppose d'investir du temps et de l'argent dans cet accompagnement thérapeutique. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se permettre peut-être d'investir dans de la thérapie à un niveau important. Mais c'est quand même, on n'est pas obligé, on peut quand même réfléchir. Il y a quand même beaucoup de livres
aujourd'hui qui nous permettent de cheminer en ce sens. Il y a des vidéos YouTube, donc c'est simplement, on peut, rien que de prendre conscience, c'est des pas précieux qui vont déjà aider la relation et votre enfant ou l'enfant, si vous êtes un professionnel extérieur, à moins renvoyer en miroir. Voilà, je vous souhaite de bonnes réflexions sur ce sujet et encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si elle vous a plu, ça aidera la chaîne à vivre. Je vous remercie.